Ça me fait un grand plaisir d'être là et de vous parler d'un sujet qui m'est cher. Je vous dis que ma maîtrise est sur le point de se terminer, mais je viens de déposer justement mon travail de fin de maîtrise qui porte sur l'application de l'aide médicale à mourir en pédiatrie au Québec. Donc, c'est sûr que c'est un gros sujet, un sujet délicat. C'est sûr que 20 minutes, ce n'est pas très long pour en parler. Donc, on va effleurer pour moi le sujet, mais je serais très ouverte d'en discuter à qui le veut bien par la suite. C'est sûr que mon expérience en tant que pédiatre en soins palliatifs vient teinter toute mon opinion. Donc, c'est vraiment ma perspective du sujet. Voilà. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, on va commencer dans le vif du sujet. Je vous présente des photos de Gloria Taylor et de Kay Carter, qui sont les deux femmes qui ont amorcé en 2012 une action qui visait à contester la constitutionnalité des dispositions qui interdisaient l'euthanasie au Canada. Puis c'est en 2015 que la Cour suprême a tranché dans l'affaire Carter pour décriminaliser l'aide du médecin pour mourir. Ça a amené en juin 2016 à l'adoption de la loi en fait canadienne sur l'aide médicale à mourir qui a permis d'enclencher tout ça au Canada. Par contre, il faut savoir qu'au Québec, les discussions étaient là depuis bien plus longtemps qu'au Canada. En fait, dès 2009, on voit un document de réflexion du Collège des médecins qui quand même était un document exploratoire qui venait à la conclusion quand même que l'euthanasie pourrait être considérée comme une étape ultime nécessaire pour assurer jusqu'à la fin des soins de qualité. Donc, il en est venu plusieurs démarches par la suite, puis qui ont mené en décembre 2015 à l'entrée en vigueur de la loi concernant les soins de fin de vie, donc qui est la loi québécoise sur l'aide médicale à mourir, qui est, oui, relative à l'aide médicale à mourir, mais à bien plus. Ça, c'est une force, je crois, qu'on a au Québec, parce qu'on touche à l'accessibilité aux soins palliatifs, on touche à la sédation palliative continue, aux directives médicales anticipées, donc beaucoup plus de sujets qui sont abordés par cette loi. Puis, quand même, une grande partie de mes démarches et de ma recherche ont été faites sur l'accessibilité aux soins palliatifs. Je n'aurai pas le temps de vous en parler aujourd'hui, mais pour moi, c'est important de faire les deux en même temps. C'est ce que la loi québécoise nous propose, en fait, de travailler pour augmenter l'accessibilité aux soins palliatifs, que ce soit adultes ou pédiatriques, pour en venir peut-être à autoriser l'aide médicale à mourir à cette population, comme on va le voir. Ici, les critères d'accessibilité à l'AMM, on va y revenir un peu plus tard dans la discussion, mais ce qui est important de savoir, autant au Canada qu'au Québec, c'est qu'une personne doit être majeure pour consentir à l'aide médicale à mourir. C'est encore le cas depuis le début des lois. Dans mes démarches, j'ai lu toutes les commissions parlementaires, j'ai fait la lecture des auditions publiques des mémoires qui ont été présentées devant l'Assemblée nationale. Donc, beaucoup de discussions. Puis pour moi, ce qui en est ressorti, en fait, c'est une certaine déception parce que ça reflétait pour moi une certaine timidité puis une ambivalence vraiment des opinions qui ont façonné les dispositions de la loi concernant les soins de fin de vie relatives aux mineurs. C'est comme un peu si on les avait oubliés pour moi. On l'abordait un peu, mais sans plus. Puis il y a une citation du docteur Gloria Taylor qui est allée devant l'Assemblée nationale qui reflète bien pour moi mes recherches à ce niveau-là. Elle dit qu'un sujet probablement aussi brûlant et épineux que le problème des mineurs n'a pas été abordé pour des raisons très compréhensibles. D'ailleurs, c'est parce que c'est trop complexe, j'imagine que ça n'a pas été abordé. Puis ça, pour moi, il faut s'y méfier, parce qu'éviter de parler d'un sujet sensible, ça mène à une exclusion d'une population qui reflète autant la vulnérabilité que le fait d'inclure une population qui serait trop vulnérable. Donc, il faut aborder des sujets qui sont sensibles. Il ne faut pas avoir peur de le faire pour en venir à un consensus. 7 ans plus tard, on se rend compte qu'on aborde beaucoup au Québec les populations vulnérables. On parle par exemple, des adultes qui ont des conditions mentales exclusives. On parle des adultes qui sont en voie de devenir inaptes, mais on parle très, très peu des mineurs dans toutes, en fait, les discussions, autant sur la sphère publique que les autres. Là, on parle très peu des mineurs. Il y a seulement, en fait, le CMQ qui s'est lancé récemment puis qui s'est mouillé, en fait, pour parler des mineurs dans un avis sur l'AMM qui a été publié tout juste en décembre 2021 récemment. Parlait de toutes les populations vulnérables, mais glissait quand même un mot sur les mineurs, puis glissait un mot, mais aussi énonçait une proposition qui était quand même digne de réflexion. Puis je crois qu'il va falloir vraiment pousser plus loin à partir de ça, parce que ça a confronté quand même plusieurs d'entre nous, là, surtout les pédiatres en soins palliatifs. En fait, qu'est-ce que le CMQ disait? Il appliquait l'aide médicale à mourir pour deux populations, les 0 à 1 an et les 14 à 18 ans. Pour les 0 à 1 an, il disait que ça pourrait être un soin approprié en se basant sur le protocole de Groningen des Pays-Bas, dont on va parler dans quelques minutes. Puis pour les 14 à 18 ans, il disait qu'eux autres considéraient que l'AMM devrait être inclus dans la
liste des soins requis par l'état de santé auxquels le mineur âgé de 14 à 18 ans peut consentir, conjointement avec l'obligation d'obtenir le consentement de l'autorité parentale. Ici, on se réfère bien sûr là, à des dispositions spécifiques au Code civil du Québec. Donc, pour en venir à parler là, au protocole de Groningen, c'est intéressant de voir que parmi tous les pays qui autorise l'AMM, là, en fait, sous l'une ou l'autre de ses formes. Il y a seulement 3 pays qui l'autorisent pour les mineurs selon certaines dispositions. La Colombie, plus récemment, la Belgique, mais les Pays-Bas. Puis les Pays-Bas, là, mis à part les plus vieux, ils l'autorisent pour justement les plus jeunes. C'est là-dessus que le protocole, en fait, l'avis du CMQ s'est basé. Puis, le protocole de Groningen, en fait, ça a été publié par la Société néerlandaise de pédiatrie pour encadrer une pratique d'euthanasie qui était déjà existante dans les unités néonatales quand ils faisaient des sondages là, auprès des néonatologistes. En fait, ça se voulait un peu une réduction des méfaits, si on veut. Puis, ce qui a été publié, il y a beaucoup de choses là, dans l'article, mais ce qui est important, c'est que ça pouvait s'appliquer l'euthanasie à certaines populations d'enfants, par exemple, ceux qui n'avaient aucune chance de survie. OK, ça, on peut peut-être le comprendre. Mais la troisième population là, qui est en gras, c'est des enfants qui n'ont aucune dépendance de soins intensifs, mais dont le pronostic est sans espoir avec faible qualité de vie anticipée. Puis ça va venir là, avec un bémol dont je vais vous parler un peu plus tard. Donc, comment on réfléchit à l'aide médicale à mourir chez le mineur québécois? Il faut penser aux lois, il faut penser à l'éthique, il faut penser à tellement de choses. Donc, comment est-ce qu'on peut se faire un cadre là, pour réfléchir à tout ça? Premier défi relevé, c'est la population pédiatrique qui est extrêmement hétérogène. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas. Pour moi, dans l'aide médicale à mourir, comme pour toute question éthique, on doit débattre différemment selon le sous-groupe étudié. Puis avant toute prise de décision sur leur admissibilité, cette espèce de vision dichotomique là, entre l'adulte autonome puis l'enfant vulnérable mérite pour moi d'être raffinée. Parce qu'admettre la vulnérabilité des mineurs face à l'aide médicale à mourir, ça oblige à la reconnaissance de cette hétérogénéité justement qui existe au sein du groupe. Pour moi, un adolescent n'est pas vulnérable au même titre qu'un nouveau-né le serait, puis un déficient intellectuel de 17 ans ne serait pas vulnérable non plus au même titre qu'un autre jeune là, qui est à l'aube de la majorité. Donc, pour traduire une pertinence en pratique de cette réflexion qu'on va faire, bien, pour moi, le sujet doit refléter une juste association entre le niveau de vulnérabilité et les circonstances individuelles de chaque mineur. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Un autre défi que j'ai rencontré là, dans mes travaux, c'est le bijuridisme québécois parce que, comme Dr Carnevali l'a parlé tout à l'heure, justement, le Canada réfléchit beaucoup à la question à la lumière des mineurs matures. Mais au Québec, on a une coexistence des traditions du droit civil, donc le Code civil qu'on ne peut pas oublier, puis de common law, qui est de la jurisprudence, qui est plus le reflet justement du Canada. Au Canada, on a la doctrine du mineur mature, qui est un peu la capacité de prise de décision des mineurs qui n'est pas déterminée uniquement par l'âge, mais bien par le degré de maturité. Donc, un mineur mature au Canada peut agir volontairement et de manière autonome. Par contre, pour moi, on ne peut pas calquer la réflexion des Canadiens uniquement au Québec parce qu'on est un peu, en fait, obligé de réfléchir au Code civil aussi. Le Code civil nous dit qu'un mineur de 14 ans et plus peut prendre des décisions pour ses soins de santé, mais aussi qu'on peut revenir sur ses décisions s'il n'est pas en accord avec son meilleur intérêt. Donc, on est un peu pris, en fait, là, avec le Code civil, puis il faut y réfléchir, je crois, parce qu'on ne va pas s'en débarrasser demain matin. Donc, par où commencer? Ce que je me suis demandé, en fait, c'est pour moi, pourquoi le fameux 14 ans, ça vient d'où ce fameux 14 ans-là qu'on utilise là, en pratique? En fait, ça vient d'une loi de 1972 qui visait à donner des droits aux mineurs qui n'en avaient pas à ce moment-là. Donc, ça visait, par exemple, à donner le droit à une adolescente de parvenir à l'avortement. Puis quand on lit, là, quand on va jusqu'à lire justement les discussions parlementaires, là, ce que j'aime bien faire pour arriver à voir ça a été quoi les discussions finalement qui ont mené à ces décisions-là, mais on se rend compte que c'était un choix purement arbitraire. Il y a une citation d'un ministre là, qui dit que bon, ça aurait pu être l'âge de 15, 16 ou 17 ans, mais qui ont choisi 14 ans, puis qui auraient pu être ouverts à en discuter, mais ce n'était pas basé sur aucune science, que ce soit sociale ou médicale. Là. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça a été ensuite calqué d'une loi à l'autre jusqu'au Code civil, puis même jusqu'à la loi concernant les soins de fin de vie, sans trop qu'on se repose de questions sur cette validité-là, puis sur justement le fait que depuis 1972, il y en a des recherches qui ont été faites sur la capacité du mineur. Donc, ça arrive un peu, pour moi, à me questionner sur la capacité décisionnelle en pédiatrie. C'est un sujet qui est quand même complexe. La Société canadienne de pédiatrie nous dit qu'il est impossible de formuler une définition unique et rapide de l'atteinte de l'aptitude en fonction de l'âge.
au sein de cette population, mais qu'elle doit être déterminée en fonction de chaque cas. Puis en pratique, on va se le dire, 14 ans ou pas, c'est un peu ce qu'on fait. Hein? On se base beaucoup au cas par cas. On sait, par exemple, dans la littérature que chez l'enfant et l'adolescent, la vitesse du développement cognitif est plus rapide que la vitesse du développement social ou affectif. Ça peut faire peur en regard de l'AMM parce qu'on a peur de la vulnérabilité des mineurs, c'est qu'ils puissent être influencés indûment par soit des personnes de leur entourage, des soignants, donc d'aller jusqu'à la coercition, puis justement qu'on leur autorise un soin auquel ils seraient très vulnérables. Par contre, quand on lit la littérature sur le sujet, on se rend compte que les problèmes attribués aux mineurs, comme celle du contrôle de l'impulsivité, du traitement des émotions, bien, elles peuvent être amoindries par un environnement qui est propice à une prise de décision rationnelle, puis au soutien des proches et des professionnels de la santé, ce qui est tout à fait le cas, en fait, dans nos approches, là, vraiment dans les milieux pédiatriques. Puis cette approche relationnelle, hein, on pourrait parler longtemps, est effectuée. Donc, on sait qu'on peut réduire justement l'impact de ces faiblesses-là des adolescents et des enfants. On sait aussi que l'expérience de la maladie, qu'on appelle le vécu expérientiel, influence énormément les compétences décisionnelles, en fait, bien plus qu'un âge arbitraire. Dr. Carnevale, M. Carnevale l'a parlé tout à l'heure. En fait, je suis contente de vous rencontrer parce que je parle de vos projets beaucoup dans mes écrits, mais exactement, il n'y a pas un âge qui nous permet de dire qu'un mineur ne peut pas prendre des décisions. Vraiment, les mineurs qui ont une expérience de la maladie ont cette espèce de compétence décisionnelle qui vient avec ce vécu expérientiel, puis il faut en tenir compte. On sait aussi que les jeunes sont plus susceptibles de résister à l'influence parentale si la conséquence puis la gravité de ces décisions-là implique des risques sérieux pour la santé. Donc, plus un jeune, justement, va être confronté à un risque sérieux, bien, plus cette influence des parents va s'amoindrir, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est ce que la littérature nous dit. Donc, j'en viens un peu à la conclusion qu'avant l'âge de 18 ans, le développement d'un mineur peut être compatible avec des facultés cognitives, sociales et affectives qui sont suffisantes pour consentir ou refuser des soins. Par contre, il n'y a pas d'âge fixe et arbitraire, par exemple, celui du 14 ans du Code civil, qui peut nous aider à le départager. Donc, ce que je propose, en fait, moi, c'est que le fameux 14 ans, que ce soit au niveau du Code civil, mais plus particulièrement dans la loi concernant les soins de fin de vie, puis dans les débats sur l'aide médicale à mourir au Québec, sont un peu abandonnés, puis qu'on laisse place plutôt à celui de l'aptitude. L'aptitude, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez l'adulte, en pédiatrie aussi, puis on pourrait utiliser les mêmes critères qui sont utilisés chez l'adulte. Vraiment, là, on peut les appliquer aussi à notre population pédiatrique. On se rappelle que le meilleur intérêt, quand même, fait partie des décisions de l'enfant. Donc, ce meilleur intérêt-là pourrait quand même faire place, là, justement, être bien présent dans la définition de l'aptitude. Puis la maturité aussi, on pourrait utiliser cette maturité qui est beaucoup utilisée au Canada dans toute cette définition de l'aptitude, parce qu'un mineur, par exemple, parfaitement mature à nos yeux, pourrait prendre des décisions qui sont complètement en accord avec son meilleur intérêt. Donc, ça en ferait là, un adolescent qui est parfaitement apte. Une autre manière de réfléchir à la question, moi, je me suis demandé, est-ce que l'âge de la minorité empêche le respect des critères de la loi concernant les soins de fin de vie? Parce qu'il y a plusieurs critères déjà pour avoir accès. Donc, est-ce que le fait d'avoir moins de 18 ans empêche leur respect? Puis, on va les explorer un peu un à un. Donc, premièrement, le premier critère, c'est d'être atteint d'une maladie grave et incurable qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Donc, on sait que contrairement à la clientèle qui est majoritairement oncologique des soins palliatifs adultes, on sait que les conditions pédiatriques qui limitent l'espérance de vie sont très variées. On sait que les moins d'un an aussi prennent une place importante dans la pratique, puis que leurs conditions sont extrêmement variées. Puis qu'avec les technologies actuelles, bien, on réussit souvent à faire survivre ces enfants-là au-delà de la période néonatale, puis qui en viennent justement à survivre avec des conditions qu'on appelle des conditions chroniques complexes qui nécessitent des soins médicaux importants, des appareillages technologiques, bref, un entourage médical autour de ces enfants-là. Puis on sait que ces enfants-là meurent de causes extrêmement diversifiées. Puis ça m'a amené, bien, en fait, à me poser la question, contrairement à l'adulte, il y a un grand niveau d'incertitude qui existe dans la population pédiatrique. Certains ont certainement une mort
qui est inévitable, qui est prévisible. Mais la plupart, contrairement à l'adulte, vont être affectés d'une trajectoire de vie qui est foncièrement imprévisible. Puis ça, on le voit au quotidien dans nos pratiques. Combien de fois on s'est fait demander par les unités néonatales pour un enfant qui venait de se faire extuber, qui était censé décéder dans les minutes suivantes, puis qui survit finalement, puis qu'on suit plusieurs années. Donc, cette incertitude-là, il faut vraiment en prendre compte. La population pédiatrique est affectée de maladies très rares, de conditions mystérieuses qui sont difficiles à diagnostiquer. Alors que les enfants vieillissent, l'évolution clinique permet parfois une meilleure prédictabilité, mais sans toutefois permettre de pronostiquer aussi précisément pour les maladies fréquentes de l'adulte dans la majorité du temps. C'est là où le protocole de Groningen, qui autorise l'euthanasie des mineurs en se basant sur une mauvaise qualité de vie prédite à long terme, c'est là, moi, où je me questionne, parce qu'il y a un potentiel d'erreur qui est énorme sur cette qualité de vie à long terme. Ça traduit pour moi une vision qui est peu réaliste ou inconsciente de la complexité médicale en pédiatrie. Puis aussi, je trouve qu'il faut faire attention. C'est comme faire une équation entre handicap et entre qualité de vie. Parce qu'une telle pratique, ça menace la survie d'enfants handicapés dont la vie vaut la peine d'être vécue. On pourrait aller jusqu'à parler de pratiques eugéniques, donc c'est quelque chose pour moi qu'il faut protéger, qu'il faut faire peur. Il est impératif de leur laisser la chance de grandir puis de s'épanouir malgré la maladie, puis en protégeant aussi les parents d'une décision hâtive puis d'une décision qui est irréversible, malheureusement. Donc, ce critère-là, pour moi, quand même, exclut une certaine population pédiatrique. Le prochain critère réfère aux souffrances qui sont physiques et psychiques constantes. On sait, en pédiatrie, ça c'est assez clair, les adolescents, les nouveau-nés prématurés peuvent ressentir la douleur physique aussi intensément que l'adulte, sinon plus, selon les données qu'on a. Par exemple, la souffrance psychique, c'est un peu plus complexe comme concept. Ça réfère à la dimension psychologique, sociale, spirituelle. Il n'y a rien qui démontre dans la littérature que les jeunes ne peuvent pas ressentir les mêmes craintes existentielles que l'adulte, qui mènent à des demandes de l'AMM chez l'adulte, mais on va quand même voir que c'est une notion qui est profondément subjective. Donc, on va en reparler justement dans le prochain critère, qui est le critère des souffrances insupportables. Donc, contrairement à la douleur physique, la souffrance, c'est un concept qui est très difficile à circonscrire. Ça reflète une expérience globale et non pas une somme de symptômes. On sait que quelqu'un a un symptôme, une autre personne a les mêmes symptômes, mais ils ne vont pas souffrir de la même manière. Donc, le caractère insupportable témoigne pour moi surtout de l'expérience d'un désespoir significatif, d'une perte d'espoir et d'une menace à l'intégrité. Puis c'est vraiment ce qui est rapporté dans la littérature sur l'AMM chez les adultes, que cette espèce de souffrance existentielle qui est insupportable, qui sont vraiment à la source des demandes d'AMM et non justement des inconforts physiques. La souffrance est complexe à évaluer chez certains mineurs, surtout ceux qui ne possèdent pas la capacité nécessaire pour la conceptualiser ou la verbaliser. On utilise beaucoup des échelles standardisées pour essayer d'observer la souffrance ou la douleur chez les enfants. Par contre, la souffrance est l'expression d'une expérience globale qui est profondément subjective, qui ne peut pas se mesurer par des outils qui sont standardisés. Par conséquent, pour moi, il existe une différence qui est fondamentale entre une personne qui est capable d'exprimer elle-même sa souffrance, comme un adolescent apte, un adulte, puis l'interprétation de la souffrance par un observateur externe, qui peut être un soignant, qui peut être un parent. Pour être qualifié d'insupportable, pour moi, une souffrance, ça doit être vécue, mais exprimée aussi par la personne elle-même. Puis il est donc impossible de juger du caractère supportable ou insupportable sans avoir accès au récit de la personne qui souffre. Puis on sait que chez les patients très jeunes ou qui sont lourdement handicapés, surtout sur le plan cognitif, le récit de cette souffrance n'est tout simplement pas accessible. Par contre, chez ceux qui sont en mesure de décrire leur expérience subjective de leur souffrance, leur vécu individuel peut permettre à un mineur, pour moi, d'avoir une perspective de la souffrance qui va être substantiellement riche, approfondie, qui va même être plus riche justement que bien des adultes en santé. On parlait des mineurs qui sont lourdement affectés par des conditions chroniques. Là, ce vécu expérientiel-là, certainement qui leur permet de juger du caractère insupportable de leur souffrance. Le critère suivant réfère à des souffrances qui peuvent être apaisées dans des conditions qu'elle juge tolérables. On sait que pour être valide d'une demande d'aide médicale à mourir, elle doit refléter l'absence d'alternatives acceptables pour soulager les souffrances du patient. On réfère alors au concept de mort dans la dignité qui désigne le fait de mourir dans des conditions qui permettent de préserver et de respecter la valeur d'une personne dans sa liberté de choisir, dans ses relations avec autrui. Pour moi, tout comme la souffrance, la notion de dignité est profondément subjective. Des conditions intolérables pour une personne ne le seront pas nécessairement pour une autre.
Puis certains vont même jusqu'à croire que l'aide médicale à mourir est un soin futile ou peu utile parce que les soins palliatifs sont là pour soulager les patients en fin de vie. Selon moi, c'est souvent vrai en pédiatrie qu'on a effectivement un très bon contrôle des symptômes pour soulager nos patients, mais de là à dire que les soins palliatifs sont toujours parfaits, ça, je ne le crois pas. Et puis, des conditions qui jugent tolérables, on n'a pas besoin d'avoir nécessairement essayé toute l'étendue des connaissances en soins palliatifs pour en venir là. Je donne l'exemple d'une jeune gymnaste, par exemple, qui a un ostéosarcome dans sa jambe, qui est métastatique au poumon, donc on sait qu'elle va mourir de sa maladie. Sa jambe, elle lui a permis de vivre son rêve de jeune gymnaste. Donc, pour elle, elle juge intolérable qu'on l'ampute pour des raisons de contrôle de la douleur. On pourrait l'aider significativement, mais pour elle, c'est une condition intolérable. Alors qu'une autre personne pourrait dire, ben moi, je préfère un confort optimal, donc je vais accepter l'amputation plutôt que de miser sur son intégrité corporelle. Notre jeune gymnaste en fin de vie, elle pourrait aussi décider que la sédation palliative pour elle est intolérable parce que le niveau de dépendance à ce moment-là qui serait attribué à ses soins et tout ça n'est pas acceptable pour elle. Donc, pour moi, être âgé de moins de 18 ans n'empêche pas un enfant, un adolescent de définir, d'exprimer sa propre conception d'une circonstance intolérable. Il doit par contre posséder un petit peu les mêmes aptitudes au niveau cognitif, au niveau communicationnel, comme pour le critère de souffrance insupportable. Donc, ce qui m'en vient à dire que la capacité décisionnelle des mineurs face à l'AMM, c'est quelque chose de complexe. Parce qu'on sait que ça prend une décision qui est libre, ça prend une décision qui est éclairée, il faut être apte. Donc, le degré de vulnérabilité est très variable d'un mineur à l'autre. Il faut se demander, est-ce que les mineurs peuvent faire preuve d'un niveau d'aptitude dont l'envergure légitime un accès à un soin aussi risqué, aussi irréversible qu'à l'aide médicale à mourir? Pour moi, plutôt que de nier le caractère vulnérable des enfants québécois face à l'AMM, il faut plutôt aspirer à leur offrir un degré de protection qui va être basé sur la proportionnalité. De la même manière que l'âge de 14 ans ne devrait pas, pour moi, être utilisé pour délimiter la capacité, mais l'âge de 18 ans ne devrait pas servir de limite absolue à l'accès à l'aide médicale à mourir. Il ne faut pas oublier un point important, c'est que la vulnérabilité doit justifier à la fois la protection contre les dangers de l'AMM. On a beaucoup peur des dangers de l'AMM, mais aussi l'exclusion peut aussi représenter un facteur de vulnérabilité. Donc, valoriser leur autonomie peut aussi les protéger contre cette vulnérabilité-là. Une manière aussi, encore une fois, de pousser un peu plus loin la réflexion, c'est de se demander est-ce que l'aide médicale à mourir est éthiquement équivalente ou distincte des interventions médicales qui peuvent mener à la mort. On sait que l'aide médicale à mourir, c'est un soin unique, mais ce n'est pas la première décision de vie ou de mort qu'un mineur va faire. On accompagne presque quotidiennement des mineurs dans ce type de décision-là. Si on considère que l'AMM est éthiquement équivalente à ces autres interventions-là, bien, pour moi, les mêmes règles de consentement devraient s'appliquer. Au contraire, si on les conceptualise un peu différemment, bien, à ce moment-là, on pourrait établir des mesures qui sont un peu spécifiques à ce soin-là, sans nécessairement les exclure complètement, mais les protéger d'une autre manière. Donc, pour moi, c'est sûr que les autres interventions médicales qui peuvent mener à la mort, on peut penser par exemple au retrait ou à la non-initiation d'un soin qui est essentiel à la vie, par exemple un respirateur, une chimiothérapie expérimentale, par exemple. On peut penser à la sédation palliative continue aussi, qui peut être une intervention médicale qui mène à la mort. Pour moi, c'est quand même éthiquement distinct, parce qu'il y a une différence morale entre tuer puis laisser mourir. La différence majeure, pour moi, c'est l'intention. L'intention de permettre la mort naturelle, par exemple en enlevant un soin essentiel, puis non de la causer intentionnellement. En pratique, par exemple, le retrait ou la non-initiation d'un soin ne cause pas nécessairement la mort immédiatement. Ça veut dire qu'il peut y avoir une période d'ajustement où on va changer d'idée, où on va se re-questionner. La personne peut changer d'idée, peu importe son âge. Donc, pour moi, ça révèle une différence. Puis, pour la sédation palliative continue, on connaît bien la doctrine du double effet. Donc, c'est sûr qu'on va viser à rendre la personne confortable, mais notre intention première va être justement ce confort-là et non de causer la mort, même si les effets secondaires des médicaments peuvent mener là. Donc, pour moi, d'en venir à dire justement qu'il y a une distinction, ça ne devrait pas nécessairement invalider l'expérience de chaque mineur, par contre. Donc, pour moi, pour les mineurs qu'on a discutés qui sont aptes et qui remplissent toutes les autres conditions de la loi concernant les soins de fin de vie, on devrait leur permettre justement d'avoir accès à l'aide médicale à mourir. Ça nous permet d'atteindre un juste équilibre entre la protection de leur vulnérabilité et de leur autonomie. Selon moi, on devrait justement leur permettre d'avoir accès. Par contre,
les enfants très jeunes, ceux avec un retard intellectuel qui ne leur permet pas de remplir les critères, soit d'aptitude ou qui ne peuvent pas respecter les autres critères de la loi concernant les soins de fin de vie, doivent être exclus de la loi pour respecter leur vulnérabilité. On a parlé en parlant de chaque critère. Puis, on parle du consentement substitué des parents. Est-ce que ça pourrait être suffisant? Mais pour moi, la notion de subjectivité qui renferme la détermination du meilleur intérêt de l'enfant procure une faiblesse importante au consentement substitué. Puis ces failles-là pourraient être jugées acceptables pour une mort naturelle, donc une décision qui mène à une mort naturelle, mais pour moi, sont inadmissibles pour justifier un acte qui entraîne délibérément une mort prématurée. Docteur Brodeur, je me permets juste de vous couper pour vous dire qu'on a un peu dépassé les minutes, donc si on peut conclure. Bien sûr, je termine en laissant, il me reste une diapo. Quelque chose d'important pour moi, là, je voulais vous le dire, c'est que sans nier la détresse des parents, hein, parce que les mineurs inaptes, il y a beaucoup de détresse reliée à vivre cette expérience-là pour les parents, mais on doit éviter à tout prix d'utiliser l'aide médicale à mourir pour traiter la souffrance des soignants et de la famille et non celle du patient lui-même. Puis bon, on pourra en parler une autre fois, mais pour moi, de respecter cette vulnérabilité-là inhérente aux mineurs, c'est plutôt de mettre des mesures de protection qui vont être différentes de l'adulte. Par exemple, respecter les critères de la loi concernant les soins de fin de vie qu'on en a parlé, être en fin de vie, parce qu'il faut faire attention, la loi évolue. Maintenant, on n'a pas besoin d'être en fin de vie pour avoir accès à l'aide médicale à mourir au Québec. Pour moi, ça devrait être réglementaire pour les enfants, devrait être essentiel. Non pour la maladie mentale exclusive, hein, parce qu'on sait que les maladies mentales de l'enfant sont profondément imprévisibles, donc trop d'incertitudes. L'implication d'une équipe de soins palpés spécialisée, je n'ai pas pu en parler assez, mais c'est vraiment ce qui serait pour moi le plus important, le plus crucial pour s'assurer qu'ils respectent les critères, pour s'assurer de justement étudier leur aptitude à prendre une décision si importante. Puis, un sujet très, très délicat, c'est l'implication des parents. Est-ce qu'on devrait avoir l'accord obligatoire des parents ou plutôt leur implication? Puis, je pourrais vous en parler, mais je crois qu'on devrait avoir une implication obligatoire, mais quand même permettre à certains mineurs qui pourraient là, avoir un effet délétère de l'implication de leurs parents, pas de l'implication, mais plutôt de l'accord de leurs parents, de pouvoir décider pour eux-mêmes, mais avec des mesures justement de protection qui seraient mises en place à ce moment-là. Je vous remercie énormément.